10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et on est de retour sur Sud Radio pour les débats de l'été. Et notre grand entretien de ce midi va porter sur cette solidarité de terrain assez exceptionnelle et même déterminante. C'est l'aide précieuse des agriculteurs face aux incendies. Vous l'avez vu ces derniers jours sur toutes les images. Pendant que les flammes ravagent les forêts du bassin d'Arcachon jusqu'à Lacanau, les agriculteurs arrivent avec leurs tonnes à eau, leurs tracteurs et leurs citernes. Ils ravitaillent les pompiers au plus près du feu. Ils connaissent chaque piste forestière, chaque point d'eau et ils travaillent vraiment main dans la main avec les soldats du feu. Certains larguent près d'1 mètre cube en 1 minute. Les pompiers le disent sans détour, sans eux, on n'a pas beaucoup d'eux. On ne sait pas ce qu'on ferait. Cette mobilisation spontanée exceptionnelle, cette désobéissance positive du terrain a changé la donne. Et on en parle avec vous, Alexandre Jardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, metteur en scène. Bonjour Alexandre, vous êtes écrivain, metteur en scène, citoyen et président de l'association Les Gueux. Alexandre Jardin, vous qui observez depuis longtemps la France des territoires, qu'est-ce que cette mobilisation des agriculteurs nous dit de l'état du pays ? Vous venez d'employer l'expression la plus juste, la désobéissance positive. Et il y a eu un énorme élan de désobéissance. Et parce que tout simplement, on voit bien que à la fois les pouvoirs publics et leurs relais professionnels ont absolument tout fait pour dissuader. Et lorsque les gens s'adressaient aux autorités, on leur disait allez voir ailleurs. Et il y a eu un moment où tout à coup, on a un peuple agricole, la France agricole, qui tout à coup s'est dit merde, c'est pas tolérable. On désobéit. On y va. Et donc, ils savaient qu'ils désobéissaient. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? D'abord, c'est sublime, c'est magnifique. Ça veut dire que la profession qui est peut-être la plus maltraitée par les pouvoirs publics, elle garde ses propres valeurs. Elle garde cette espèce d'élan de générosité. Accessoirement, ça leur a coûté de l'argent. Ça leur a coûté du temps. Tout à coup, ces gens donc ont donné de leur temps, de leurs ressources, de leur effort, ont bravé la légalité. Et en fait, ce qui a été pour moi le plus terrible, c'est que on a vu que l'appareil administratif français ne voyait pas le peuple comme une ressource, mais comme un problème à gérer. Et donc inversait complètement avec une espèce de folie qui était oui, mais nous savons coordonner. La vérité, c'est que c'était une véritable panique. Et aussi l'autre vérité, c'est que ce sont précisément les gens qui vivent sur place, les agricoles, les paysans qui connaissent chaque bosquet. Donc l'idée qu'il fallait en passer par la connaissance des bureaucrates pour pouvoir arrêter le feu relève de la folie. Relève surtout d'un schéma mental qui est en train de tuer la France. C'est-à-dire d'en passer par l'abstraction du bureaucrate, au lieu de se dire que la fille ou le type qui vit là, c'est à peu près où le feu doit être arrêté, où il est raisonnable de l'arrêter, où on a une chance de réussite. Donc, c'est tout un schéma mental qui a été invalidé par un peuple magnifique. Et Sud Radio a joué un rôle extrêmement important. Parce que c'est sur Sud Radio que j'ai entendu le plus de témoignages d'agriculteurs racontant la vérité. Ils avaient téléphoné à la chambre d'agriculture, ils avaient essayé de proposer, ils avaient déclaré le matériel qu'ils avaient et on les rappelait pas. Et tout à coup, ça, on l'a entendu sur Sud Radio. On l'a pas entendu par la voix de la France officielle. Et je trouve que cette radio a joué un rôle politique, pas au sens partisan, mais au sens de éclairer la cité. Mais écoutez, sur le réel. On est honoré au nom de toutes les équipes de Sud Radio. On est honoré de vos compliments, de votre soutien. On sait que vous-même, à travers votre association Les Gueux, vous avez à cœur de porter les voix de ceux qu'on oublie un peu trop souvent. Mais je vais quand même me faire l'avocat du diable parce que c'est vrai qu'on parle des services de l'État et vous avez des mots parfois durs sur ceux qui peut-être, selon vous, n'ont pas été suffisamment présents. Et c'est vrai qu'il y a un décollage lorsqu'on entend certains ministres, lorsqu'on entend notamment le Premier ministre qui affirme qu'au contraire, il y a eu une parfaite coordination des services de l'État pour faire face à ces méga incendies. Vous pensez exactement l'inverse ? Je pense que l'intelligence collective ne peut pas être remplacée par des croyances bureaucratiques. Lorsqu'il y a le feu, le vrai feu,
l'humain se bat comme il peut. Je ne dis pas que l'État évidemment n'a pas de rôle à jouer, mais pouvoir penser que tout peut être pensé de manière distante, sans en passer par la connaissance du bosquet. Je dis bien du bosquet, parce que le feu, il s'est gagné lorsqu'il a été arrêté. Il s'est gagné parce que les gens se sont battus mètre par mètre. Et puis, j'en reviens à cette question de fond. Est-ce que le peuple est un problème ou une ressource ? Pour moi, fondamentalement, la puissance publique doit avoir comme métier d'éveiller, de mobiliser la ressource, et non pas de lui dire « allez vous faire foutre ». Alors si on essaie d'être concret, très concrètement, comment est-ce que selon vous, on devrait employer ces forces vives, ces ressources, ce peuple agricole ? Qu'est-ce que l'État aurait dû faire pour pouvoir utiliser ces forces ? Tout d'abord, l'appel, lorsqu'on a dit aux agriculteurs, déclarez dans la chambre d'agriculture, déclarez votre matériel, mais c'était tout de suite de rappeler, c'était tout de suite d'être enthousiaste, c'était tout de suite d'accueillir, c'était tout de suite. Et la logique de dédain administratif, c'est insupportable, et ça l'est encore plus dans un moment comme ça. Et c'est vrai que les mots malheureux de la préfète au départ, en disant, il y avait du mépris. Est-ce que le problème c'est pas la bureaucratie tout simplement, c'est-à-dire au fond une architecture tellement complexe avec tellement de lois, tellement d'empilement de normes qui fait qu'au fond justement ces forces vives ne peuvent pas éclore. C'est la leçon de Notre-Dame. Comment on a reconstruit Notre-Dame ? En passant outre tout le système normatif français. Et là, on voit bien que lorsqu'on a créé des pare-feux, Dieu merci, on a foutu en l'air tout le système normatif français. Et lorsque Benoît Barterotte a créé cette énorme zone pour que le feu ne passe pas dans la presqu'île je vais retrouver le nom, dans sa presqu'île, Dieu merci, il n'a pas attendu d'avoir une autorisation administrative. Il a foutu en l'air les arbres qui étaient sur un terrain de l'ONF. C'est pour ça que vous parlez de désobéissance, mais quelque part, si on pousse un petit peu l'idée de désobéissance, ça peut aller jusqu'à un cadre qui est hors la loi. Et c'est peut-être dans cette zone grise qu'il peut y avoir des difficultés. À quel point, lorsqu'on transgresse la loi, on est dans le juste, et à quel point, lorsqu'on transgresse la loi, on peut créer plus de problèmes qu'autre chose. Ça s'appelle toute la différence, c'est la culture du mépris ou la culture de l'amour. Est-ce qu'on regarde l'autre comme un problème ou est-ce qu'on se dit tiens merde, c'est une ressource, c'est un citoyen qui se conduit pas comme un administré. Nous ne devons plus être un peuple d'administrés, nous devons être un peuple de citoyens. Et lorsque j'ai vu tous ces paysans débouler en colonne, c'était les taxis de la Marne. Oui. Les taxis de la Marne, il faut jamais oublier que c'était pas prévu par aucune administration. Je veux dire, à un moment, parier sur la vitalité d'une société, ça n'a rien à voir. Et surtout, très profondément, pour moi, au lieu de mettre des limites, la fonction politique, c'est la mobilisation. C'est l'appel au peuple, c'est l'appel aux ressources des citoyens. Et Dieu merci, ce coup-ci, ils ont été plus intelligents que l'administration. Bravo. Oui, ce coup-ci, bravo. Comme d'autres fois, le message est lancé. On se souvient aussi des Gilets jaunes, de ce mouvement incroyable, de tant de personnes qui étaient sorties dans la rue pour exprimer une colère, une détresse. Est-ce que c'est pas ça ? C'est-à-dire là, on parle plus précisément de ces agriculteurs qui ont abandonné leurs tracteurs et qui ont été immédiatement sur le terrain pour aller aider les pompiers. Est-ce que c'est pas ça l'esprit des gueux ? Parce que vous avez écrit un livre sur les gueux. Est-ce que c'est pas exactement ça ? C'est le terrain. C'est la France méprisée. C'est la France dont on se fout et qui est censée ne pas avoir de cerveau. Alors qu'elle en a un. Je veux dire, ils ont aussi oublié quelque chose que je sais dans mon village, dans l'Aude. C'est que les agriculteurs et les pompiers, c'est très souvent les mêmes. Les pompiers volontaires dans mon village, ils sont agriculteurs. Je pense à Laurent, je pense à tous ces gens. Donc, en réalité, l'idée qu'il faut coordonner des gens qui se connaissent, c'est absurde.
c'est ne pas savoir que l'énorme masse des pompiers volontaires en France, ils viennent très souvent du monde agricole et ils ont des copains. Donc en fait, ça s'est passé de manière beaucoup plus organique et naturelle. Et c'est ça que sur Sud Radio on a entendu. On a entendu des agriculteurs qui ont dit j'ai appelé des copains. Absolument. Au lieu de remplir un CERFA. Je veux dire, j'ai appelé des copains. Oui. Et ça, c'est très lié au terrain, comme vous dites. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des choses qu'on a du mal à anticiper peut-être dans les grandes villes parce qu'on ne connaît pas suffisamment ces réalités-là, ces proximités, ces associations, ces personnes qui effectivement travaillent au fond au service du bien commun, parce que c'est ce qu'ont en commun d'ailleurs les agriculteurs comme les pompiers. C'est-à-dire les uns nous nourrissent, les deux autres nous sauvent des incendies et souvent se connaissent déjà particulièrement. Ce sont les mêmes. Et ce sont les mêmes. Donc voilà. Donc c'est vrai. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes familles. Ce sont des copains. Ou alors ce sont tout simplement les mêmes. Je répète, dans mon village, il y a pas mal d'agriculteurs qui sont pompiers. Et Dieu merci, parce que ça veut dire qu'ils connaissent chaque bosquet. Ça veut dire qu'ils savent comment se battre. Ils connaissent particulièrement le terrain. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à Jean Le Chevrier. Si vous allez voir sur mon compte Instagram, j'ai donné la parole à un chevrier qui s'appelle Jean, et vous allez voir, il lance un appel pour qu'on laisse les troupeaux de chèvres aller nettoyer nos forêts et nos garrigues sans remplir 2000 CERFA, en foutant par terre toute cette législation strictement imbécile. La grande leçon du feu, c'est qu'il faut nettoyer les garrigues, nettoyer les forêts, il faut laisser faire les troupeaux. Et il a lancé cet appel sur mon compte Instagram, ça fait 450 000, au total sur tous les réseaux, 1 million. Et tous ces Français disent, mais foutez-leur la paix, laissez les troupeaux nettoyer. Il y en a absolument ras-le-bol de ces législations prétendument écolo, où il faut remplir des dossiers longs comme le bras. Je veux dire, arrêtons d'avoir peur du terrain. Arrêtons le mépris. Un peu plus de liberté, permettons-nous un peu plus de liberté et pourquoi pas faire appel aux chevriers, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si on anticipe la situation, parce qu'on sait avec le dérèglement climatique que ces situations-là, des méga-feux, vont être amenées à se reproduire dans les années qui viennent. Qu'est-ce que vous proposez, Alexandre Jardin, justement pour faire en sorte de mettre en place des mesures qui soient plus pratiques, plus faciles, qui permettent dans les années à venir, de faire en sorte qu'on puisse libérer cette énergie créatrice dont vous parlez? Il y a plein de choses. Lorsque Jean Le Chevrier dit « laissez-nous faire, laissez rentrer le monde pastoral », c'est absolument fondamental. Ça fait des milliers d'années qu'au bord de la Méditerranée, on nettoie la garrigue avec des chèvres. Dans mon village, tous les plus vieux me disent « on avait des feux autrefois ». Mais il n'avait pas cette dimension spectaculaire, parce que la garrigue était habitée par des troupeaux qui nettoyaient. Une chèvre, ça vous nettoie. Mon village a été sauvé des flammes, en grande partie l'été dernier. Pourquoi? C'est parce que on a lutté comme des fous pour imposer l'arrivée des chèvres. Il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait les chèvres, au nom de je ne sais quelle réglementation à la noix écolo. Les chèvres. Et il a fallu que les citoyens se battent pour les chèvres. Vive les chèvres, Alexandre Jardin. Merci beaucoup. Oui, parce que les bords laisser... des routes ont été nettoyés. On a eu des pare-feux. Voyez, vive les chèvres. Voilà, il nous faut plus de chevriers, plus de chèvres et surtout plus de liberté. On vous a bien entendu, Alexandre Jardin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler de cette aide précieuse des agriculteurs face aux incendies. Merci d'avoir mis des mots sur cette solidarité du terrain. On se retrouve très rapidement sur Sud Radio. Les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et de retour sur Sud Radio pour les débats de l'été et ce grand entretien que l'on poursuit avec l'écrivain Alexandre Jardin, toujours sur cette solidarité assez exceptionnelle de terrain entre les agriculteurs et les pompiers qui, vous nous le disiez Alexandre, sont souvent les mêmes. Et vous nous parliez, juste avant cette petite pause, vous nous parliez des chèvres. Alors expliquez-nous en quoi ces chèvres peuvent nous aider aujourd'hui à lutter contre ces méga incendies, en quoi elles peuvent être aussi utiles que ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. D'abord, elles permettent de pénétrer au fond des forêts. Lorsque le sous-bois est... Voilà. Je vous disais, les chèvres permettent de nettoyer le sous-bois. Si un sous-bois est bouché, les pompiers ne peuvent pas intervenir.
Ensuite, ce qui est très important quand on nettoie une garrigue, c'est de nettoyer les abords des routes et des chemins pour en faire tout simplement des pare-feux. Si vous avez 20-30 mètres à gauche et à droite qui sont nettoyés par les chèvres, le saut de feu se fait beaucoup plus difficilement. Donc vous laissez une chance au travail des pompiers. Donc il faut, je relaie vraiment l'appel de Jean que j'ai mis sur mon Facebook et sur mon Instagram. Sociaux, oui. Écoutez cet homme, c'est le bon sens. Foutons-leur la paix. Foutons-leur la paix. Je veux dire, ces gens sont bienveillants. Ces gens, donc que toutes nos communes aient des troupeaux. Le monde pastoral doit revenir au cœur de nos zones sèches. Et puis, je pense aussi à un programme dont je suis à l'origine, qui fonctionne encore dans l'Essonne, les pompiers juniors. Qu'est-ce qu'on fait? On forme des jeunes pour qu'ils soient les pompiers de leur propre collège. C'est le pompier Bruno Livic, le commandant Bruno Livic en Essonne, qui aujourd'hui pilote ça. On a formé des milliers de jeunes et ça fait une filière de volontariat. On doit renouveler le volontariat, l'engagement des jeunes. Donc là, je lance un appel à tous les pompiers qui nous écoutent. Vous prenez contact avec le SDIS de l'Essonne et vous regardez comment ça marche. Comment on installe dans les collèges des cités, des zones difficiles, des formations de pompiers. Et vous allez les retrouver après sur le terrain avec vous. Et on est un pays, si on le regarde comme une ressource, c'est un pays génial. Oui, et on partage votre enthousiasme, on partage votre croyance, votre certitude que la France peut se sauver elle-même à partir du moment où elle va chercher ses propres forces, où elle assume ses propres forces. Alexandre Jardin, vous parlez d'ailleurs souvent de ce que vous appelez les gueux de la France d'Abba, de ceux qu'on n'entend pas, de ceux qu'on oublie trop souvent et qu'on voit ces derniers jours se déployer sur le terrain pour apporter de l'aide, pour travailler, pour essayer de faire en sorte d'aider les plus démunis. On sait que vous connaissez de nombreux agriculteurs, il y en a beaucoup autour de vous. Comment est-ce que vous les avez vus se déployer? Est-ce que vous avez des exemples en tête de certains agriculteurs qui, à un moment donné, se sont retrouvés avec les moyens qu'il fallait et qui ont pu aider comme ils le voulaient, comme on en avait besoin? En fait, tous ceux que je connais qui sont passés à l'acte, ils se foutaient complètement des autorisations. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, je veux dire, ce sont des gens qui ont une culture altruiste. Je veux dire, en ville, on a complètement oublié ça. Mais c'est comme ça que ça se passe dans leur monde. Donc pour eux, demander une autorisation pour rendre service, pour apporter de l'eau à des pompiers, ça n'avait strictement aucun sens. Je veux dire, être gentil, ça n'avait strictement aucun sens. Penser qu'un bureaucrate, dans un bureau, allait leur assigner l'endroit, alors que de manière organique, ils se connaissent les gens, ils se téléphonent, ils sont dans les mêmes syndicats agricoles, ça s'est fait. Et il faut qu'on sorte de cette folie qui consiste à croire qu'il y aurait une raison incarnée par des êtres supérieurs dans des bureaux. Ça marche pas du tout comme ça, le vivant. Et si on écoute la pensée organique, comment ça s'organise, comment les solidarités s'organisent sur les territoires, d'abord c'est heureux, c'est joué. Ce qui est fou, c'est que les préfets n'aient pas tous été tout de suite à la télé en disant mais inscrivez-vous, on va vous affecter dans la seconde, on va vous rembourser votre essence. Mais qui a dit ça? Ces gens ont payé de leur poche. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens ont payé de leur poche? Oui. Ils ne se sont même pas posé la question. Ça veut dire qu'ils restent... Mais est-ce que vous comprenez, si on essaie de se faire l'avocat du diable, est-ce que vous comprenez aussi cette crainte d'une forme d'insurrection? Parce que justement, à partir du moment où vous ne respectez pas toutes les règles qui ont été, quand bien même elles sont parfois absurdes, quand bien même elles se superposent les unes à la suite des autres, il y a des règles, et si vous ne respectez pas les règles, vous risquez aussi de mettre en danger la cohésion sociale. Si la structure existe, c'est bien pour essayer de faire en sorte d'organiser les choses le mieux possible. Et au cœur de cette organisation, en tout cas à la tête, il y a des directives qui sont aussi données par des préfets. On aurait écouté les autorisations, le Cap Ferret serait en cendres. La vérité, c'est ça. C'est que
la vérité, c'est que le terrain doit toujours, même dans une armée, les grandes armées qui fonctionnent très bien, elles laissent toujours une attitude extraordinaire aux tacticiens. Dans les armées, sur le coup, faut respecter les règles. Hein. Si vous ne respectez pas ce que vous dit votre commandant, vous faites pas très long feu dans l'armée. Hein. Oui, mais les armées qui gagnent, elles comptent sur leur terrain, l'adaptation au terrain. Et l'État français, à un moment, doit sortir de ce délire, quoi. Il faut jamais oublier qu'on a une énorme organisation, une énorme administration qui nous coûte les yeux de la tête. Et qui n'est pas très performante, qui pour l'instant elle ne règle pas beaucoup de problèmes. Et elle est capable de foutre 15 milliards par an pour soutenir des éoliennes, dont nous n'avons pas besoin, plutôt que d'acheter des Canadair. Alors attendez, si on va au bout de votre raisonnement, est-ce que vous êtes un peu pour, comme Milei, hein, c'est-à-dire la tronçonneuse dans le budget de l'État, on coupe tout un tas de budgets qui sont beaucoup trop, qui sont superficiels, qui sont pas forcément nécessaires. Est-ce qu'il faut désengraisser l'État, comme on dit? Je suis pour les référendums. Il y a un pays voisin où les gens prennent des décisions après avoir débattu entre citoyens. Ça s'appelle la Suisse. Mais là-bas, le peuple n'est pas viré le soir des élections. Les gens ne sont pas virés pendant 5 ans. Ils réfléchissent ensemble, ils prennent des décisions. Et vous allez voir qu'à la rentrée, on va relancer l'application référendum citoyen avec d'autres questions. On va s'ouvrir aux questions qui vont venir de la société et on va accoutumer notre système politique. Vous pouvez télécharger tout de suite, ça s'appelle référendum citoyen. L'application, il y a déjà 150 000 Français. Vous pouvez nous raconter, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet sur lequel vous travaillez déjà depuis un certain temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce que vous l'avez coordonné, quel est son but et en quoi il permettrait peut-être demain d'améliorer au fond la vie citoyenne et démocratique française? Il y a 2 solutions. Le 2 mai prochain, où on est tous virés le soir et on a remis un chèque en blanc à quelqu'un qui est chargé de penser à notre place pendant 5 ans, où on reste des citoyens. Référendum citoyen, ça propose aux gens qui nous écoutent d'avoir une action collective puissante par une application qui sécurise. C'est-à-dire qu'on peut voter sans que les données de votre pièce d'identité foutent le camp sur Internet. Il faut que ça reste dans le téléphone. C'est ultra sécurisé. C'est totalement anonyme. Totalement. Vous votez de façon anonyme. Il n'y a ni votre nom, ni votre prénom, etc. Et si vous le téléchargez tout de suite, vous allez voir que vous pouvez commencer à voter, mais uniquement si vous avez un passeport, parce qu'on avait un problème avec les cartes d'identité. Là, pendant l'été, au mois d'août, on est en train de régler ce problème. Là, vraiment, je viens d'avoir des nouvelles. À la rentrée, tout le monde pourra voter. Et on va rajouter une option très simple. Quand vous voudrez proposer des choses, vous irez sur le site Référendum Citoyen. Et puis, s'il y a 100 000 signatures, ça deviendra un référendum citoyen s'il est validé par un comité d'éthique parce qu'on vit dans un état de droit ou des droits de l'homme. Enfin, il y a 2-3 règles. Et puis, être dans un esprit démocratique. C'est-à-dire, en Suisse, on vous pose pas une question en humiliant l'adversaire. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Ça s'appelle se conduire en démocrate. Et la rentrée, ça va être le grand moment des référendums citoyens. On va remettre le citoyen, les gens qui nous écoutent là, on va les remettre au cœur de la campagne. On n'est pas des gosses. On n'est pas des administrés. On est des citoyens. Ça veut dire qu'on a une dignité, qu'on a une noblesse. Et on va l'exercer. Et vous allez voir que quand on va être des centaines de milliers à dire on veut ça, ou des millions, vous allez voir qu'ils vont cavaler. Et ils vont cavaler parce qu'ils n'auront pas le choix en période électorale. Ah, ça c'est une année, effectivement, ça va être une année assez intense l'année prochaine, une année électorale qui va nous réserver bien des surprises. Et d'ailleurs, beaucoup sont partis en vacances en se disant on va essayer vraiment de se reposer, de penser à autre chose. On pense d'ailleurs aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont en vacances face à la mer, face à la montagne, qui ont l'esprit calme. Écoutez, profitez-en parce qu'effectivement, personne ne sait à quelle sauce on sera mangé l'année prochaine avec cette fameuse électorale. D'un point de vue politique, ça va être une année, comme on dit, assez intense.
Alexandre Jardin, peut-être une dernière question, parce que on parlait de cette application que vous avez mis en place pour développer la vie démocratique en France. On parlait surtout de cette solidarité face aux incendies. Vous nous parliez d'ailleurs de ces formations pour les jeunes. Là aussi, peut-être qu'on trouve qu'il y a une perspective d'amélioration. Peut-être qu'on pourrait faire en sorte demain de développer tous ces jeunes citoyens qui pourraient apprendre et être formés pour faire face aux incendies. C'est peut-être une première mesure, si on devait en choisir une parmi toutes celles qu'on propose aujourd'hui pour faciliter les choses dans les années qui viennent. Alors, c'est drôle parce que ce matin, je parlais avec Bruno Livic, le commandant pompier en Essonne, et on lui a trouvé des sous dans la Fondation pour l'armée. On va se développer. Mais vous voyez que pour faire tout ça, il faut se conduire, il faut agir soi-même. Il faut pas attendre que ça vienne d'en haut. C'est ça la citoyenneté. Et où on aborde cette année électorale comme des gosses en train de hurler de terreur en se disant merde, comment on va te bouffer, où on télécharge début septembre la nouvelle application où on pourra voter avec les cartes d'identité en plus des passeports, et on va tous peser. On va devenir un grand peuple. On va devenir un grand peuple, même si on est déjà un grand peuple, comme vous l'avez commencé par nous le dire, Alexandre Jardin. On est tous d'accord là-dessus, et particulièrement ici sur Sud Radio, où c'est la voix du peuple qui s'exprime régulièrement. Merci encore, Alexandre Jardin, écrivain, président de l'association Les Gueux. C'était un plaisir de vous avoir sur cette antenne. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler de cette aide précieuse des agriculteurs face aux incendies. Merci d'avoir mis les mots sur cette solidarité de terrain, ce que vous appelez cette forme de désobéissance positive qui, une fois de plus, a permis de sauver ce qui pouvait encore l'être. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je recommence bien sûr vos livres ainsi que le travail de l'association Les Gueux à tous ceux qui s'intéressent à la France des territoires. Il est bientôt 13h sur Sud Radio. Dans un instant, vous retrouvez Jacques Pessis avec son invité Linda Lemay. Vous passez un excellent après-midi et à demain dès 10h sur Sud Radio.